son micro, et donc je te le passe très volontiers. Merci beaucoup Jacques. Donc bonjour à toutes et tous. Donc Thomas Nervanger, directeur de l'AREC, l'Agence d'énergie climat, qui est le département énergie-climat de l'Institut Paris-Région. Donc pour ceux qui nous connaissaient avant, on était l'AREN, ça commence à dater maintenant. Jacques m'a demandé de brosser en quelques lignes les enjeux énergétiques de l'afflux de data centers en Île-de-France. Alors c'est pas un sujet simple, mais c'est un sujet majeur pour l'Île-de-France parce que ça fait partie des gros vecteurs d'augmentation de la consommation d'énergie, surtout d'électricité, mais pas que, vous allez voir, sur notre territoire. Donc peut-être sur la slide d'après, donc juste un premier mot sur l'Île-de-France. Vous le savez, on est quand même un territoire majeur d'implantation des data centers pour plein de raisons, présence des centres de décision, présence d'un bassin de consommation de 12 millions d'habitants, qui est l'équivalent d'un petit pays européen. On est aussi proche de la façade atlantique, on aimerait qu'on soit plus proche, mais on l'est tout de même avec les faisceaux fibres qui partent aux États-Unis, ou même la Manche avec les faisceaux qui partent en Angleterre. Donc de fait, on est un territoire privilégié et vous voyez sur la carte en haut à gauche vraiment d'accueil principal des data centers en Île-de-France. Donc pour le coup, l'Institut Paris-Région suit ça depuis quelques années maintenant, donc notamment avec mes collègues du département urbanisme, aménagement, planification. Il y a Sandrine Barrero qui vous en parlera tout à l'heure. Donc avec une étude faite en 2023, et vous voyez une carte des implantations des data centers, donc historiquement plutôt Paris, proche couronne, avec plein de communes, et maintenant plutôt sur les faisceaux A4 sur l'est, ou beaucoup en Essonne, et maintenant également la Seine-et-Marne Sud qui commence à se démarquer sur ces logiques d'implantation. Et surtout aussi, ce qu'on voit maintenant, c'est l'arrivée des hyperscale data centers, donc les data centers de plus de 100 MW de puissance électrique, donc ce qui commence à être des data centers très massifs dans les consommations. Là, on s'apparente à des consommations de sites industriels, et on commence même à voir, alors pas forcément en Île-de-France, mais des data centers à l'échelle du gigawatt. C'est ce qui est annoncé aux États-Unis et en Chine. Donc le gigawatt, c'est l'équivalent d'un EPR. Flamanville, c'est un 1,6 gigawatts de mémoire. Donc vous voyez, on est face à une augmentation exponentielle des besoins qui sont associés, en tout cas qui sont projetés des data centers. Donc pour le coup, nous, ça pose des enjeux assez forts en Île-de-France. Vous le savez, l'Île-de-France est un territoire qui importe ses dates de consommation, son alimentation, son énergie, en particulier son électricité, parce qu'on importe à plus de 90% de notre électricité d'autres régions. Normandie, la centrale de Nogent-sur-Seine, etc. On a quand même de la production électrique francilienne par les incinérateurs, par des centrales solaires, par des turbines à gaz qui font la pointe. Et ça n'empêche qu'on est quand même en déficit électrique, mais on a un réseau qui fonctionne, qui est robuste. S'il n'est pas une pique aux Espagnols ou aux Portugais, mais en tout cas, on a un réseau qui est stable dans le temps, et ce qui fait aussi pourquoi le data center veulent s'implanter sur la région. On peut passer la slide. Alors, si on prend un data center, l'objet data center, en fait, il y a plusieurs composantes énergétiques qui vont être importantes à regarder. Donc, le premier, évidemment, c'est le raccordement électrique et la qualité de l'approvisionnement. Donc là, en fonction de la puissance du data center, on sera soit connecté au réseau de distribution, donc le réseau Enedis. Et maintenant, comme on commence à voir, je vous le disais, des hyperscales, là, c'est vraiment le réseau RTE, donc qui n'est pas présent partout sur la région Île-de-France, et qui est organisé en cercle périphérique avec une ceinture 400 000 volts en grande couronne et une ceinture petite couronne 225 000 volts. Donc, qui permet de raccorder des sites en fonction de la distance des sites. Donc aussi, ce que les opérateurs de data center, évidemment, vont garder le caractère bas carbone de l'électricité du réseau. Donc ça, pour plus la France est très en avance sur ce point. La question de la fréquence, la tension, la résilience du réseau. Et là, je pense c'est un sujet qui était éminemment important. On le voit avec l'Espagne et le Portugal. Ils vont installer aussi 2 lignes électriques pour assurer la redondance de l'installation. Donc ça aussi, ça modifie un peu les projections de consommation, parce que si on fait 2 fois 10 MW ou 2 fois 100 MW, c'est pas la même chose. Donc on voit l'arrivée des hyperscales, je vous en ai parlé.
Les anciens data centers avaient des performances énergétiques moindres que ceux qui sont installés maintenant. Donc ça aussi, ça veut dire qu'on va citer aussi à des requalifications d'anciens data centers parce que c'est des technologies qui évoluent très vite, à la fois sur les questions de refroidissement mais aussi de performance énergétique des serveurs. Pour la petite histoire, c'est ça qui a causé la chute de Nvidia en bourse quand les Chinois ont annoncé DeepSeek et donc des modèles qui étaient beaucoup plus performants. Donc c'est ça aussi qui a choqué la chute de Nvidia, de Schneider Electric aussi, parce qu'ils approvisionnent un certain nombre d'équipements des serveurs. Donc bon, après la véracité du modèle chinois, il y a eu des doutes, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose où il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de R&D qui est injecté là-dedans. Donc c'est quelque chose qui évolue très vite. Et donc les consommations énergétiques font que beaucoup d'incertitudes sur ce qu'on consomme actuellement et ce qu'on va consommer dans le futur. Est-ce que ici on a des défenseurs des petits data centers, est-ce que la taille, est-ce que plus c'est gros, moins ça consomme d'électricité? Est-ce que cette action est réelle et vérifiée? Alors, moi je pourrais pas le dire à notre niveau. Par contre, je pense que la logique grande permet aussi d'investir beaucoup plus dans des techniques de refroidissement par passif par l'air ou par de l'eau, donc le water cooling. Donc ça permet aussi d'investir beaucoup plus et peut-être aussi de centraliser plus la chaleur si on veut valoriser la chaleur fatale. Mais plus on va faire gros, plus on sera éloigné des centres urbains ou en tout cas des besoins de chaleur. Donc ça veut dire aussi que la valorisation de la chaleur fatale sera peut-être plus difficile. Après on sait qu'effectivement Paris a des velléités d'installer ça dans les bunkers. Je pense que ce sera peut-être abordé tout à l'heure. Qui de fait sont plus froids parce qu'ils sont enterrés, donc il y a moins de variations de température et le sol francilien généralement il est à 15 degrés, donc ça permet déjà de réduire les besoins énergétiques de refroidissement. Donc effectivement l'autre composante c'est la pertinence ou pas de valoriser la chaleur fatale. Donc ça, alors c'est un vœu pieux mais c'est pas tout doux, c'est pas si simple que ça. Et enfin, le dernier point, et là on le voit hier, c'est l'alimentation électrique de secours en cas de défaillance du réseau électrique. Alors on a quand même un réseau qui marche bien, mais tout de même, les data centers, comme les hôpitaux, comme les infrastructures stratégiques, doivent avoir du stockage stratégique. Ça passe par des générateurs électriques, généralement à fuel ou maintenant à d'autres carburants. Et donc pose d'autres questions d'impact environnementaux, notamment en cas de défaillance prolongée, donc d'alimentation par ces groupes électrogènes qui sont quand même de très haute puissance, il faut le dire. Et le gaz est une énergie possible pour ces pour ces relais d'énergie? Alors le gaz, effectivement, pour l'instant, n'est pas utilisé par les data centers. On sait qu'aux États-Unis, ça commence à être le cas. C'est-à-dire au lieu de s'approvisionner par le réseau électrique qui n'a pas la même qualité qu'en France, il faut le dire. Là où le gaz est beaucoup plus, est très peu cher aussi aux États-Unis, il y a ces questions-là, parce qu'ils sont producteurs. Certains acteurs vont installer des turbines à gaz effectivement pour assurer l'approvisionnement électrique sur place. Donc ils produisent leur propre électricité. Et on sait qu'effectivement certains acteurs veulent regarder le réseau gaz qui a de la capacité, puisqu'en fait on réduit nos consommations de gaz. Donc c'est d'autres sujets. C'est pas le même taux de CO2 par kilowattheure du réseau gaz. Après, il y a des possibilités d'acheter des certificats d'origine biométhane. Et du biométhane, il n'y en a pas pour tout le monde. Tout le monde en veut. Ça pose d'autres sujets. Donc, à la fois le gaz, je voulais dire, sur l'approvisionnement électrique de base, mais aussi pour l'approvisionnement électrique de secours. Donc, au lieu de fonctionner sur des générateurs diesel, de pouvoir passer sur des générateurs à gaz. Ça peut arriver. Donc, effectivement, alors, en Ile-de-France, un des sujets majeurs, c'est le raccordement électrique. Donc, on l'a dit, le réseau, il est... alors, je m'avancerai pas forcément pour RTE, parce que c'est vraiment des travaux qui sont en cours de planification énergétique, donc via le schéma de développement du réseau électrique, le SDDR, qui vient d'être publié. Donc, c'est des travaux nationaux, qui va planifier en fait des investissements dans les infrastructures électriques, donc notamment pour les zones industrielles bas carbone comme Le Havre, Dunkerque, Fos-sur-Mer, mais aussi des zones comme chez nous, l'Île-de-France, plutôt vraiment pour des questions de data center, mais aussi d'arrivée des véhicules électriques, du Grand Paris Express, l'électrification de la chaleur via les pompes à chaleur, mais qui sont beaucoup plus diffus que les data centers. Donc pour le coup, là je vous renvoie
au SDDR qui vient d'être publié. Également, vous signalez qu'on a une étude en cours avec RTE, la DRIOT et la région sur l'implantation des data centers en Ile-de-France à des lieux de planification énergétique pour mutualiser des infrastructures par exemple, de postes sources ou de renforcement de certaines lignes. Peut-être on peut passer à la suite. Donc un des sujets pour nous, c'est l'évaluation des consommations actuelles et futures. Alors c'est pas un exercice simple parce que historiquement on avait des data centers qui étaient dans le bâti classique, dans le bâti parisien, qui pouvaient être même directement dans le bâtiment tertiaire, donc associés aux consommations électriques du tertiaire. Donc on a, dans le cadre du schéma régional climat et énergie en cours de révision, ce schéma il indique qu'il faut réduire les consommations énergétiques, les gaz à effet de serre, développer les énergies renouvelables, lutter contre le changement climatique, etc. Et en fait, le précédent SRCAE qui était de 2012, il n'y avait pas forcément de travaux sur les data centers à l'époque, puisque c'est un objet qu'on commençait à voir arriver, mais sans forcément de consommation électrique exponentielle. Et en fait, l'arrivée de l'IA, l'arrivée des hyperscale data centers fait qu'en fait, il y a dû avoir un travail spécifique sur ce volet-là, parce qu'en fait, on avait des prévisions de consommation qui nous sont données par RTE et Enedis dans le cadre des demandes de raccordement, et puis aussi des échanges avec les opérateurs de data centers. Alors, il y a beaucoup d'effets d'annonce aussi. Mais pour vous dire, 2021, la consommation électrique de l'Île-de-France, c'est 61,9 TWh. Donc, on est quand même une région très fortement consommatrice. Et comme je vous l'ai dit, c'est majoritairement approvisionné d'extérieur. De ça, 2021. C'est un chiffre qui est à peu près stable. Depuis 2005, on est à peu près sur les mêmes tendances, malgré des phénomènes d'efficacité énergétique, de sobriété énergétique. Là, c'est pas encore les chiffres à 2022-2023, avec la guerre en Ukraine, les plans de sobriété, les augmentations du coût de l'électricité, du gaz, du pétrole, etc. Donc, pour vous dire, c'est quand même une consommation majeure. 2023, on a des estimations d'Enedis et RTE des consommations des data centers où on atteindrait 8 TWh. Pour vous dire, c'est 8 par rapport à 61, c'est déjà énorme. Et encore, c'est que le début, puisque on a des prévisions de consommation qui atteindraient 38 TWh en 2040 et 45 en 2050. Donc, on atteindrait quasiment un doublement, enfin, on irait presque vers un doublement de la consommation électrique en Île-de-France. Alors, tout ça, ça reste des prévisions. Il y a beaucoup d'incertitudes. Quelle montée en puissance des data centers, quelle marge de sécurité aussi ils ont, quel phénomène de concurrence, est-ce qu'il n'y a pas une bulle, etc. Enfin, il y a plein de sujets qui fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Un doublement de la consommation électrique des data centers, pas un doublement de la consommation électrique tout court. De toute l'Île-de-France. C'est ce qu'on voit sur le graphique en bas à gauche, alors qu'il y a un graphique produit par RTE dans le cadre du... Parce qu'aujourd'hui, on consomme 11% de l'énergie pour 21% de la population. On ne sait pas, c'est consommatrice aujourd'hui, en moyenne. On reste assez consommateur quand même. Le 61 TWh, c'est pas mal quand même à l'échelle de la France. Mais là, ça veut dire qu'en fait, si on double la consommation électrique, ça veut dire qu'il faut renforcer le réseau. À la fois le réseau de transport, il faut renforcer le réseau de distribution, il faut plus de production. Donc ça fait partie aussi des débats qu'il y a en France. On voit que la consommation électrique stagne, alors qu'on aimerait l'augmenter. Pour les véhicules électriques, les pompes à chaleur, la réindustrialisation, la production d'hydrogène ou de carburant de synthèse, tout ça va demander de l'électricité. Et beaucoup, autant on voit que les véhicules électriques, ça se développe, mais pas autant qu'on le voudrait. Là, les data centers sont en train d'annoncer des consommations énormes, d'où ça intéresse des producteurs d'électricité. Et je ne l'ai pas cité juste avant, mais par exemple, un des sites qui a été proposé au sommet de l'IA, c'est l'ancienne centrale thermique de Montereau, donc d'EDF, parce que là, pour le coup, tout est déjà prêt, les raccordements électriques, tout est prêt pour accueillir le data center à ce niveau. Mais on parle de risque d'éviction, mais ils sont potentiels, ils sont à venir, ils n'existent pas aujourd'hui, il n'y a pas d'éviction aujourd'hui de consommation d'électricité. Non, pour l'instant, faut voir que la France produit plus d'électricité qu'elle n'en consomme, donc on a encore de la marge. L'électricité, après il y a des questions de coût, il y a le débat de la PPE en ce moment, donc je ne veux pas forcément aborder ça, mais on sait qu'un des avenirs de la décarbonation passe par l'électrification et l'augmentation des data centers fait que nous allons avoir plus de consommation électrique. Et en tout cas, pour l'Île-de-France, ça pose ces sujets-là. On aura beau développer le solaire photovoltaïque,
un peu d'éoliennes, on en aura quand même un petit peu, etc. Mais c'est pas ça qui va répondre à cette demande-là. Donc il faut aussi renforcer nos interconnexions avec les autres régions, voire avec d'autres pays, pour assurer cette demande. Donc, alors juste dire, ça reste des chiffres largement hypothétiques qui sont en cours de réflexion dans le cadre du SRCAE et qui de toute façon vont être revus quasiment annuellement parce qu'en fait faut absolument suivre cette filière. Sur la chaleur fatale, alors on sait que c'est quelque chose qui est très demandé par les collectivités mais aussi par l'État pour délivrer des agréments de construction des data centers. Alors la situation des réseaux de chaleur en Ile-de-France, on en a quand même beaucoup, hein, des réseaux de chaleur, on en a plus de 150. À la fois des gros majeurs comme le CPCU donc sur Paris ou d'autres dans les villes proches couronnes. On commence à en voir de plus en plus des petits aussi réseaux de chaleur qui sont approvisionnés soit par du co-énergie, soit par de la géothermie surface. Donc, vous savez, les réseaux de chaleur en Ile-de-France, c'est beaucoup les incinérateurs, la géothermie profonde, énormément le gaz aussi. On avait encore un peu de charbon et de fioul. Mais en tout cas, ils sont en train de diversifier leurs sources d'approvisionnement pour être déjà pour passer les caps des 50% d'énergie renouvelable dans le réseau pour avoir une TVA réduite. Mais certains visent le 100% énergie renouvelable ou de récupération. On a quelques exemples comme ça de collectivités qui visent ça. Et pour ça, ils vont faire un panache de solutions énergétiques et effectivement vont regarder la possibilité de valoriser la chaleur fatale des incinérateurs. Alors, je vous ai pas mis les chiffres de gisement parce qu'on avait des chiffres d'une étude de référence mais qui date maintenant de 10 ans, à la fois sur les industries, les stations d'épuration, les blanchisseries aussi qui sont des sources de chaleur. Et en fait, la donnée sur les data centers date de 2015. Donc maintenant, elle a complètement changé. Donc il y a des travaux de réactualisation, mais pour le coup, on n'a pas encore ces chiffres de gisement à l'échelle régionale. Par contre, ce qu'on constate, c'est que quand c'est réfléchi en amont du projet dès la conception, on peut avoir des possibilités de valoriser la chaleur fatale, alors qu'il ne vient pas complètement alimenter un réseau de chaleur. C'est là où il faut lutter contre les idées reçues. Ça peut alimenter peut-être 5, 10, 15% max du réseau de chaleur, parce qu'en fait, c'est des chaleurs qui sont quand même à très basse température. C'est aux alentours de 28 degrés. Les réseaux de chaleur fonctionnent quand même à des températures plus hautes. Voire sous vapeur, hein. Le CPCU il fonctionne surtout sur de la vapeur, donc c'est des eaux, de la vapeur qui est à très haute température, donc ce qui fait qu'on ne peut pas le faire partout. En plus, la temporalité des projets n'est pas la même. Je vous l'ai dit, les data centers améliorent leur performance énergétique et se requalifient. Un réseau de chaleur se réfléchit peut-être sur 30, 40, 50 ans, là où le data center va réfléchir plutôt à des échéances 10, 15 ans. Faut aussi qu'il y ait un modèle économique. Pour l'instant, les exemples qu'on voit, la chaleur, elle est donnée. Donc, elle ne rentre pas dans le modèle économique du data center. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une implication très forte en amont de la collectivité en lien avec le promoteur du data center ou l'opérateur. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même des expériences qui sont intéressantes. On pense au supercalculateur à Paris-Saclay. Là, le projet qui a été tout à fait intéressant, enfin, plus un projet qui a été livré en 2024, c'était le Equinix à Saint-Denis qui chauffe une partie de la piscine olympique et qui alimente le réseau de chaleur de Plaine Commune. Pareil sur Plaine Commune, le gros data center Interaction à la Courneuve, qui va aussi valoriser sa chaleur dans le réseau de chaleur du SMIREC. Voilà, on a quelques exemples comme ça qui commencent à arriver. En tout cas, c'est quelque chose qui est systématiquement relevé par la mission régionale d'autorité environnementale pour rendre ses avis. C'est évidemment regardé par la DRUED pour délivrer des agréments. C'est très regardé par la région Île-de-France, dans les collectivités. En tout cas, voilà, juste un message, je veux dire, c'est pas si simple que ça. Et il faut le considérer aussi comme dans un mix énergétique des réseaux de chaleur. Effectivement, pour avoir des aides chaleur renouvelable de l'ADEME ou de la région, il y a une hiérarchie de choix sur les sources de chaleur pour une collectivité. Donc effectivement, tout ce qui est chaleur fatale, géothermie va être prioritaire par rapport à des solutions de bois énergie, par exemple, ou d'autres types de combustibles qu'on importerait pour chauffer. C'est quoi la distance maximum pour que ça soit entre la source et les équipements qui sont chauffés? Alors, je suis pas forcément expert de ça, mais à mon avis, c'est moins de 2 km. Ah, c'est ça. Enfin, on parle quand même de transporter de l'eau à 28 degrés ou la relever par des pompes à chaleur. Ça peut pas être transporté non plus sur des kilomètres.
Et enfin, l'autre dernier point, qui est une composante qui commence à être assez forte, hein, c'est l'alimentation électrique de secours. Donc les data centers, c'est comme les hôpitaux, c'est comme un ministère, on a besoin d'avoir des alimentations qui prennent le relais en cas de défaillance du réseau électrique. Ça peut être juste des micro-coupures, ou ça peut être des plus grosses coupures, comme on le voit là depuis hier. Et donc ces installations installent des sites soit des batteries pour vraiment du court terme, enfin en tout cas c'est ce qu'on constate, ou des groupes électrogènes de forte puissance, donc des groupes électrogènes à l'échelle à peu près de 2 mégawatts, donc quand même pour vous dire, c'est des groupes électrogènes qui prennent quasiment la taille de la pièce, hein, c'est assez important, et ils en placent un certain nombre en fonction de la puissance. Là, j'ai mis un exemple, par exemple, sur le Nez-sous-Bois. Je sais plus combien c'est de groupes électrogènes, j'ai plus le chiffre, mais en tout cas, c'est peut-être une 60aine de groupes électrogènes. Donc c'est quand même de très très forte puissance. Le sujet qui a été relevé par l'autorité environnementale, c'est quand on a une concentration de data center à un endroit, comme on l'a par exemple sur Paris-Saclay ou Aubervilliers, la Courneuve, s'il y a une différence de réseau électrique et que tous les data centers s'actionnent en même temps, là on aura des enjeux de pollution de terre, notamment polluants soufrés, et qu'il faudra peut-être envisager des évacuations de population. En tout cas, c'était ce qui était relevé par la mission régionale d'autorité environnementale. Et de fait, en plus, ça alourdit le bilan carbone des data centers parce qu'il faut consommer forcément du fuel ou autre. Donc, ce qu'on voit là dans les nouveaux projets, c'est qu'au lieu d'acheter du fuel, ils achètent du biocarburant. Alors, on aura toujours des polluants atmosphériques, mais on aura un bilan carbone qui sera moindre. Un des sujets qui nous pose question et qu'on n'avait pas vu venir, je vous avoue, c'est que ces biocarburants, notamment les HVO, l'isolé du cible, c'était pas forcément consacré au data center. C'était consacré au transport routier, au transport fluvial et à terme le transport aérien qui commence déjà à en consommer. Et là, on voit que c'est des consommations finalement qui sont pas là pour décarboner vraiment, mais qui sont là juste pour faire du secours. Donc ça nous pose question. Et ça pose question pas qu'à nous, hein, mais ça fait partie des solutions sur l'étagère. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a alors pas forcément en Île-de-France, même si c'est en cours de réflexion. On voit aux États-Unis, par exemple, des innovations qui sont en cours je dirais pas de déploiement, mais en cours d'expérimentation sur à la fois des batteries de plus forte capacité, des piles à combustible. Donc piles à combustible, c'est des systèmes où on génère de l'électricité et de la chaleur, soit à partir d'hydrogène ou on peut aussi à partir de méthanol. Donc c'est un autre combustible coup carboné celui-là, mais qu'on peut synthétiser et qui permet d'éviter la génération thermique et donc les polluants atmosphériques. Donc ça, c'est des choses qu'on constate. Et pour le coup, il y a un travail en Île-de-France avec GRDF pour étudier l'hybridation énergétique des data centers, donc notamment sur ces questions de groupes électrogènes de secours, par exemple, en switchant au réseau gaz, si le réseau électrique tombe, le réseau gaz, il sera là. Mais c'est bien pour du secours et de l'apprent. Et la combustion de gaz est moins polluante que la combustion de fioul. Et dernier point sur les perspectives, donc évidemment, c'est un secteur qui évolue extrêmement vite. Donc premier point, c'est quand même les data centers améliorent leur performance énergétique. Donc il y a un indicateur pour ça qui s'appelle le PUGUE, donc performance énergétique, enfin de l'usage énergétique. Donc pour ça, ils réduisent les besoins énergétiques de la climatisation, notamment en passant par des systèmes passifs ou des systèmes de refroidissement par de l'eau. Donc déjà, ça permet de fortement les consommations énergétiques. Ils améliorent la performance énergétique des serveurs, de toutes les fonctions support sur les data centers. Donc pour le coup, on atteint quand même cet indicateur qui les premiers data centers étaient à l'échelle de 2 voire 3. Là, l'idée c'est de tendre vers le 1. Donc c'est pour ça aussi qu'on va entrer dans une phase de requalification des premiers data centers qui vont s'améliorer. Et l'autre chose qu'on constate, alors pas encore en Île-de-France, mais on sait que c'est des choses qui peuvent arriver, c'est la production d'énergie sur site. Donc c'est ce qui commence à se passer aux États-Unis avec des acteurs qui investissent dans les solutions de petits hauts nucléaires renouvelables comme les SMR, les turbines à gaz parce que c'est des solutions sur étagère qui permettent de s'implanter très vite et qui sont très robustes, ou des piles à combustible qui permettraient d'utiliser de l'hydrogène. Ça, c'est vraiment si le réseau électrique n'est pas.
Et enfin, on commence aussi à avoir des panneaux solaires qui s'installent sur les data centers, mais là, faut être quand même humble. Hein, ça correspondra qu'à une toute petite partie de l'électricité consommée par ces sites, mais en tout cas, ça fait partie de leur solution énergétique pour montrer qu'ils sont dans une innovation, etc. Donc voilà un peu les quelques composants que je voulais vous citer. Tout n'est pas encore... il y a beaucoup de veille à faire, il y a beaucoup de travaux à modéliser, à actualiser, parce que c'est un secteur qui évolue très vite. À l'inverse d'autres sujets en Île-de-France, en tout cas, qui était beaucoup plus regardé avant, la consommation électrique des bâtiments, la transition énergétique des voitures. Bah là, pour le coup, les data centers, c'est encore un champ d'études qu'il faut renforcer pour tous les acteurs. Super. Merci infiniment. Est-ce qu'on peut vous applaudir on est un tout petit peu en avance. Est-ce qu'il y a des questions Thomas Emerdinger, qui dirige l'AREC au sein de l'Institut Commun Région. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, si, monsieur. Et vous j'avais une question sur le refroidissement. La comparaison entre les centrales nucléaires et puis les data centers, quelle est-elle? Et une deuxième question annexe. Les courbes de consommation par jour sont-elles régulières? Mais c'est totalement aléatoire et intersaisonnable. Alors, premier point, je pense qu'on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de refroidissement. Les data centers fonctionnent pas aux mêmes températures que les centrales nucléaires. Après, je ne suis pas non plus expert de ça, je ne peux pas vous donner de mauvaises informations. On va pas installer des tours de refroidissement sur les data centers. Je pense qu'on n'en est pas là et les systèmes font que ça s'implante directement en toiture ou dans les data centers directement avec le refroidissement par l'eau qui permet d'éviter de climatiser des salles entières mais vraiment de refroidir au plus près de la chaleur. Deuxième point, sur les courbes de consommation, ça c'est des choses vraiment qui sont étudiées par Enedis et RTE. Nous, c'est vrai qu'on regarde plutôt on regarde pas forcément, à l'échelle AREC et Institut, on regarde plutôt des consommations annuelles. Donc on s'affranchit aussi du rythme saisonnier ou du rythme journalier. Je pense que les data centers, on le voit, l'usage aussi. Alors ça, c'est un des derniers. Il y a des mots de conclusion aussi que j'ai oublié de dire, mais c'est aussi beaucoup lié à l'usage de l'IA. L'IA se développe beaucoup par les particuliers, mais il n'y a pas que, il y a des entreprises aussi qui fonctionnent là-dessus. Donc, on est quand même lié sur les consommations journalières, aux heures, on va dire, de vie. Mais après, les data centers, ils tournent aussi la nuit. Hein. Faut pas se leurrer. Il y a quand même des systèmes qu'on fait tourner la nuit pour profiter de l'électricité bas carbone disponible sur elle. Donc ça, pour le coup, moi, je peux pas forcément vous dire ça. Et après, sur les questions de consommation, pour l'instant, on a des projets de raccordement qui se calculent en puissance théorique à terme. En fait, il y a quand même des questions de montant en puissance. Les data centers, ils ont des surcapacités pour l'instant parce qu'ils anticipent des besoins électriques qui vont grandir. Là, il y a quand même un sujet, il y a deux sujets. Il y a la question de sobriété numérique. J'en ai pas trop parlé, mais bon... On va en parler là. Voilà, ça fait partie du débat. Et l'autre sujet, pour l'instant, on a vraiment du mal à l'évaluer, c'est aussi l'impact environnemental positif de l'arrivée d'IA. On dit toujours c'est des impacts négatifs, mais en même temps, on sait qu'il va y avoir des impacts positifs. Ça va optimiser des processus. On le voit, par exemple, sur... je crois que c'était une station d'épuration qui a utilisé l'IA pour améliorer son process. De fait, elle consomme moins d'électricité ou moins d'énergie globalement. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et ça aussi, je pense que dans la vie de tous les jours, ça facilite un certain nombre d'usages qu'on avait avant qui nous prenaient X temps. Je parle pour un professionnel, mais pour d'autres systèmes, ça peut s'appliquer. Et donc de fait, il y aura un effet rebond qui peut être à la fois négatif, mais qui peut être positif. Et ça, je pense, tout le monde on s'en doute, mais on a vraiment du mal à l'évaluer. Il faut des travaux de recherche, il faut des travaux au long cours. Parce que là, l'IA, on en parle là, mais il y a 2 ans, on en parlait à peine, alors et dans 2 ans, qu'est-ce que ça va être, quoi. Tout à fait. On va en parler. Y a-t-il d'autres questions? Et si oui. Ouais, c'était plus à témoignage, une remarque sur la question de la récupération de la chaleur totale, qui est un vrai enjeu. Nous, on a un projet sur le territoire Chaméradi-Jus. On a un projet de data center qui vise un PUE de 1,1 à 1,2 max, donc c'est plutôt pas mal. On bute quand même sur la question de la récupération par un réseau de chaleur qui est un centre intercommunal. Content, c'est le niveau de chaleur en sortie, effectivement de la basse au mieux moyenne température, et les réseaux de chaleur, eux, ils veulent de la haute température. Et
Et donc, ce qui implique derrière de mettre les pompes à chaleur pour faire monter en température. Et donc, il y a un calcul un peu fin à faire parce que si c'est pour que le réseau de chaleur, il évacue l'air, c'est on déplace le problème. Donc, ça veut dire faire monter la température en sortie du data center. Et donc, il y a un ratio à calculer. Est-ce que c'est d'un point de vue environnemental effectivement intéressant? Mais c'est des vrais enjeux. Et l'autre suite, c'est quand même, malgré tout, on a rencontré plusieurs opérateurs sur l'alimentation de secours. On n'a eu qu'un seul qui était pas du tout réticent sur le gaz. Hein. C'est tous, c'est fuel. Et la question se pose même pas. C'est vraiment une culture à changer. Le troisième point, c'est effectivement sur les techniques de refroidissement. Ce qu'on espère tous, c'est que d'ici 10 ans, l'immersion, ça devient encore mieux, le water cooling devienne une norme. Parce que là, en termes d'efficacité de récupération, là, on sort des températures qui sont quand même plus intéressantes. Très bien. Merci.